Sale, il risque jusqu'à 1 an de suspension. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. On suit ce projet depuis son lancement, c'était il y a 2 ans, Beyond Everest 2022, le retour de Marc Battard au sommet de l'Everest pour ses 70 ans. Ce sera dans quelques temps, maintenant ça avance. Et Marc Battard est avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Alpiniste de renom évidemment, et installé à La Selle depuis quelques temps. Il en est question de La Selle et de cette fameuse maison, l'Oasis, c'est le nom. Dans le livre, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je le montre ce livre, Marc Battard, l'Everest en partage aux éditions La Fontaine de Siloé. C'est écrit avec Nathalie Lamoureux qui est une journaliste au Point. On va en parler dans un instant. Il y a une séance de dédicace prévue à la Fnac de Montluçon, 14-18h samedi. Et puis il y a aussi toute une actualité avec vous, avec cette soirée cinéma à la salle des fêtes de La Selle à partir de 19h samedi. On va en parler, mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'était, on vous avait reçu l'année dernière notamment avec vos compagnons de cordée, c'est ce projet qui avance, qui se prépare, regrimper l'Everest sans oxygène pour vos 70 ans. On en est où concrètement de ce long travail ? On continue à s'entraîner. Passang est venu cet été grimper avec moi. Mohamed est resté au Pakistan parce qu'on n'avait pas assez de budget pour faire le projet que nous avions prévu d'aller faire un 8000 au Pakistan. Donc Passang et Mohamed, on rappelle, ce sont 2 compagnons de cordée. Voilà. L'un est népalais, l'autre pakistanais. Voilà, Passang Nourou Sherpa est népalais. Il a fait 13 fois l'Everest. Et Mohamed Ali, il a fait le K2, le Nanga Parbat. Et du coup là, on n'avait pas assez de sponsors pour aller au Pakistan et au Nanga Parbat. Donc on a préféré faire de la technique avec Passang. Et là, ils vont arriver bientôt, dans quelques jours, pour faire une hivernale à Chamonix. D'accord. L'année dernière, vous étiez parti, je crois, au mois de décembre. Je me souviens d'une photo, le 31 décembre, vous étiez à 4000 mètres à peu près, c'était ça, dans une position pas forcément confortable, mais avec des paysages exceptionnels évidemment. C'est dans la continuité finalement. Voilà, la couverture du livre de Nathalie Lamoureux, justement, c'est une photo de Pascal Tourner, qui est un photographe qui avait fait l'Everest avec moi il y a longtemps, et qui d'hélicoptère là, la photo a été prise d'hélicoptère, donc c'est pas très écolo, mais... Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est vrai que ce sont des images assez exceptionnelles. On rappelle donc ce projet lancé en 2017 finalement, et qui nécessite une préparation énorme finalement. Vous êtes là-dessus depuis 2 ans, il reste un peu plus de 2 ans encore. Oui, mais en fait, ce qui est le plus important, c'est de trouver des sponsors. Et pour un projet qui est beaucoup plus important que l'Everest, c'est l'école. Derrière cet Everest en 2022, c'est quand même de réaliser une école pour permettre à ce qu'il y ait moins d'accidents chez les professionnels, que ce soit les Européens ou à travers le monde, parce qu'il y a trop d'accidents. Ouais, on rappelle que c'est effectivement le fond de ce projet. Vous voulez en fait créer une école pour éviter justement ces accidents, puisque ça comblerait un manque finalement. C'est un petit peu le constat que vous faites. Exactement, oui. Mais j'avais constaté ça il y a très longtemps, il y a 30 ans, mais j'avais abandonné le projet de faire cette école parce que c'était trop difficile administrativement, et puis aussi les conflits internes dans la profession. Et quand j'ai compris que l'Everest à 70 ans vous intéressez, vous les médias, donc ça intéresse aussi les sponsors. Donc on a eu un passage difficile au niveau sponsoring. On a pas mal de sponsors, mais là on n'a pas pu aller au Nanga Parbat. Mais maintenant j'ai une bonne nouvelle, puisque hier j'ai rencontré un mécène, donc il veut rester discret. C'est un monsieur qui a sponsorisé, qui a aidé Elisabeth Rivol. Elisabeth Rivol, dont tout le monde parle en ce moment. Il en est question dans le livre, justement. Voilà, exactement, parce que Elisabeth Rivol, c'est une grande alpiniste. Malheureusement, on parle trop d'elle sur le côté catastrophe, alors que c'est une grande alpiniste. Et donc son mécène va nous aider pour l'Annapurna l'année prochaine. Alors Elisabeth Rivol, qu'on dise à nos auditeurs, vous avez forcément entendu son histoire. C'était celle qui avait été obligée de laisser l'un de ses accompagnants à plus de 7000 mètres, je crois, dans des conditions difficiles. Ils avaient des gelures très importantes tous les deux. Elle a fait beaucoup d'interviews télé. D'ailleurs, comment va-t-elle? Vous la rencontrez régulièrement? Oui, non, pas régulièrement, mais je la connais. Elle est très, je dirais, discrète. Mais là, elle s'est mis un petit peu en avant pour la promotion de son livre. Mais pour elle, ça a été très difficile parce qu'elle a perdu effectivement son compagnon polonais. Qu'elle a été obligée de laisser. Elle est redescendue, lui ne pouvait pas, il était trop affaibli. Voilà. Et elle a beaucoup de problèmes avec les médias, mais là, elle a fait un effort. Donc, elle s'est vraiment livrée pour la promotion de son livre. Et mais même moi, je lui dis, tu parles pas assez de la montagne en positif. Je veux dire, on s'intéresse à toi parce qu'il y a eu un drame.
Ouais, c'est ça. Vous l'évoquez, alors justement, on y vient à ce livre qui vient de sortir, donc Marc Battard, l'Everest en partage. Vous l'évoquez sur le fait que ça a donné un coup de projecteur à nouveau sur la montagne, fidèlement, et que quelque part cet incident malheureux a ressuscité l'intérêt des médias pour ce que vous faites, et notamment vous le parlez, vous avez besoin de cet intérêt des médias pour financer ce gros projet. Tout à fait, ouais. Tout à fait, parce que vous êtes vraiment enfin pour nous, en tout cas pour mon projet d'école, vraiment un moyen de faire savoir le plus possible pour contrer justement ceux qui m'avaient fait défaut il y a 30 ans en arrière pour réussir cette école. Parce que c'est vraiment voilà, une grosse communication pour faire comprendre qu'il y a trop d'accidents et dans la profession ils ont du mal à se remettre en question. Mais malheureusement tous les ans il y a beaucoup trop de guides qui ont des accidents graves avec des clients et mortels souvent même et malgré bien sûr, l'école de guide de Chamonix, on est considéré comme la meilleure, mais n'empêche que tous les ans, il y a trop d'accidents. Et il y a moyen de mieux faire, quoi. Beaucoup, oui. Mais je sais, il y a très longtemps, on m'avait demandé d'être prof à l'ENSA, et si j'avais accepté, je serais comme eux, à me regarder le nombril, à me dire on est les meilleurs, et puis à côté de ça, il y a toujours les accidents. Ouais. Donc ça, c'est le fond du projet. Donc ce projet, sur la partie financement, donc ça avance. C'est évoqué dans le livre, hein, je vous invite à aller voir ça parce qu'il y a un peu l'ambivalence, la difficulté pour vous, ces grands mécènes, voilà, vous avez des engagements notamment politiques qui font que c'est pas forcément évident, mais d'un autre côté vous avez aussi besoin d'eux finalement pour financer ces projets. Oui, là justement Nathalie Lamoureux qui a fait un travail vraiment, je dois dire, c'est raconté extraordinaire, elle est venue plusieurs fois à l'Oasis, à la Selle où j'habite, et justement on a mis des photos de mes voisins paysans qui sont adorables, et c'est pour ça que la soirée que l'on fait samedi à la Selle, j'ai vraiment demandé à mon ami Gilles Perret, parce que finalement beaucoup de gens connaissent Gilles Perret, parce qu'il fait des films exceptionnels sur la société, et là il voulait présenter son film Je veux du soleil avec François Ruffin, et je lui dis non, moi je veux pas une soirée politique, je veux une soirée alors du coup il présente son film sur les trois frères paysans pour une vie, c'est un film magnifique qui est toujours d'actualité en fait, et puis un film de montagne, voilà. Ouais, où il est question de vous, notamment. Oui, c'est un portrait qu'il m'a fait pour France 3 il y a quelques années, mais qui est toujours d'actualité aussi. L'homme qui revient de haut, oui. Ça sera projeté, donc voilà, puisqu'on en parle à la salle des fêtes de la Selle à partir de 19h30 samedi, c'est entrée libre. C'est entrée libre, oui. Il y a un échange avec vous, avec Gilles Perret qui est prévu également. Bien sûr, oui. Voilà, si vous voulez découvrir un petit peu plus, et cet engagement aussi sur vraiment des questions de société, de votre part, mais aussi de la part de... Ah oui, de Gilles, on se connaît depuis très longtemps parce qu'il a fait son premier film avec moi pour Ushuaïa Extrême il y a très longtemps, il était tout gamin, et en plus il a un lien avec la région parce qu'il a fait ses études d'ingénieur en robotique à Clermont-Ferrand. D'accord. Mais après, il a fait un temps d'objecteur de conscience à l'époque où il y avait l'armée. Et c'est en faisant son temps d'objecteur qu'il a travaillé dans une petite télévision régionale en Haute-Savoie et qu'il a pris le virus de la caméra et de faire des films de plus en plus sociétal. Allez découvrir cela donc samedi 19h30 à la salle des fêtes de la Selle. Auparavant il y aura eu donc à la Fnac 14-18h cette séance de dédicace du livre. Livre qui permet de se replonger finalement dans le pourquoi du comment de vous lancer finalement dans cette aventure, puisque vous étiez, il y a eu une période, on l'apprend dans le livre notamment, où vous étiez un peu pas fâché avec la montagne, mais vous aviez un petit peu laissé de côté tout cela. Oui, je l'ai arrêté il y a pas mal d'années, c'est ce que je racontais dans un livre qui s'appelle La sortie des cimes, mais je l'avais pas quitté. J'y allais de temps en temps, souvent on me disait mais même est-ce qu'elle te manque pas d'être parce que je suis venu m'installer à la Selle il y a déjà 14 ans et souvent on me dit mais elle te manque pas la montagne. J'ai dit non, moi à la Selle j'ai ce qu'il faut, j'ai des petites montagnes, des combrailles, c'est très joli. Bon, ça monte moins en altitude que oui, mais il n'y a pas que la montagne. Et donc je vais régulièrement voir mes enfants à la montagne puisqu'ils sont à les Alpes et voilà, mais alors bien sûr avec ce projet de retour à l'Everest à 70 ans, forcément je suis obligé de la côtoyer un peu plus. Alors justement, la dernière fois que vous avez grimpé l'Everest, c'était quand En 90, le sommet. Oui. Le sommet, parce que j'étais revenu à l'Everest il y a 7-8 ans, justement avec Nathalie Lamoureux, que j'avais amené à 7000 mètres, et c'est là qu'elle a pris le virus de faire l'Everest, et après 5 tentatives, Nathalie a fini par réussir l'Everest au bout de 5 tentatives. Vous, il y a certaines tentatives que vous avez abandonnées finalement, parce que vous vous sentiez pas, tout simplement, c'était ça, on peut le résumer comme ça, c'est expliqué dans le livre. Oui, même une des tentatives où j'ai fait un renoncement qui a beaucoup plu à mes sponsors, c'était c'était de renoncer de bivouaquer au sommet même de l'Everest alors que j'étais au sommet. Mais j'ai renoncé parce que si j'avais persisté dans mon bivouac, j'aurais perdu mes doigts et mon nez.
Ouais, oui, ce sont vraiment des choses que l'on voit dans le livre. Sur la préparation, donc on a parlé de l'aspect financement, il est important, toujours avec eh bien beaucoup de choses à faire. Sur l'aspect physique, préparation vraiment, acclimatation, préparation de la cordée. Est-ce que vous estimez que ça progresse comme ça devrait là à 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant de l'échéance? Oui, largement en fait, parce que le grand public ne sait pas trop. Mais en fait, s'il fallait aller à l'Everest au printemps prochain, je pourrais y aller. Mais seulement au printemps prochain, j'aurai pas 70 ans. Donc il faut reconnaître que c'est moins médiatique. Donc effectivement, le cap c'est quand même 70 ans. C'est beaucoup plus facile à communiquer. Donc entre temps, on fait un entraînement. Mais l'entraînement, il est surtout pour mes copains, en fait, qui n'ont pas besoin d'entraînement physique parce qu'ils sont en pleine forme, ils sont jeunes et en pleine forme, mais technique. Et du coup, on va refaire une hivernale à Noël. Et comme l'année dernière, ils apprennent beaucoup de choses parce qu'en fait, ils ont beau avoir fait l'Everest et le K2, il manque beaucoup de technique. Donc là, il y en a un des deux en particulier, Mohamed Ali, qui est hyper doué et hyper motivé de progresser encore plus, à tel point que même l'année prochaine, moi, j'aurai pas le niveau technique de le faire progresser. Donc, dans le projet, on prévoit un budget pour faire travailler un guide, un plus jeune guide que moi, et beaucoup plus à la pointe pour le faire progresser. Vous avez déjà fixé une date sur 2022, vous savez à quel moment vous allez partir du coup? Oui, on sait exactement parce que statistiquement on sait très bien le moment où c'est le plus favorable et on l'a bien vu au printemps dernier aussi le rush qu'il y a eu sur l'Everest. Alors on sera sur le côté tibétain où il y a moins de monde, donc il n'y aura pas la foule qu'on voit sur les photos qui ont fait le tour du monde. Ça sera au mois d'avril-mai. Et le sommet se fait à peu près aux alentours du 20 mai. 2022. Donc encore 2 ans et demi finalement. J'imagine que vous aviez pas de doute, mais vous êtes rassuré là de tout ce qui se passe, de l'enchaînement par rapport à la dernière fois où on s'est vu. Oui, je suis rassuré. Et même je sais pas si vous avez eu ce passage de Nathalie dans le livre quand elle interroge ma fille Cathy, ma fille aînée, qui ne s'inquiète finalement pas trop. Elle me laisse faire ce que j'ai envie. Et voilà, elle sait très bien que je réussirai et que si je réussis pas, c'est parce qu'il y a des conditions qui font que j'aurais su renoncer et faire renoncer mes compagnons. C'est une belle aventure en tout cas que l'on suit, qu'on va continuer de suivre, et puis avec vraiment le fond et l'Everest en partage d'ailleurs, c'est le titre du livre est évocateur sur cet aspect partage. Oui, c'est très important. Ouais, très important. Et puis je profite d'être avec vous parce qu'il y a quand même des gens aussi d'ici qui soutiennent, bien sûr, et notamment Enrique de Freitas qui est un ami, qui est devenu un ami et que j'amène avec ses amis faire la Concagua. Donc ça fera partie d'un entraînement supplémentaire. Donc au mois de juste après l'hivernale, donc je vais faire une hivernale de 10 jours avec mes compagnons à Chamonix. Et puis après, tout le mois de janvier, on part 3 semaines à faire la Concagua. Et avec un de vos confrères aussi, un de mes amis journalistes du Dauphiné Libéré. Voilà, eh bien c'est un sujet que l'on va suivre, qu'on va continuer à suivre. Si vous voulez en savoir plus sur ces récits, franchement c'est passionnant, on n'a pas le temps de tout évoquer, on a 10 minutes pour évoquer le livre. Il y a beaucoup de choses, c'est très profond sur votre homosexualité par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont indiquées dedans, sur la reconstruction. Il y a le forgeron aussi, monsieur Croz. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de belles histoires dans ce livre. L'Everest en partage, dédicace à la Fnac de Montluçon. Samedi 14-18h, suivi de cette projection débat soirée cinéma avec Gilles Perret à la salle des fêtes de la Selle, 19h30, 22h. Merci Marc Battard d'être passé à notre micro ce matin. On continue de suivre cette belle aventure Beyond Everest 2022 et nous on continue le direct dans un instant. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Liquidation totale avant travaux à la meublerie. La meublerie Place de la Fraternité à Montluçon, c'est plus de 1500 mètres carrés de meubles, salons,